La première, je voudrais qu'on présentait simplement... Il ne faut pas que je me trompe sur les noms, hein, Philippe. Grégory Dery, donc, qui est le directeur de Novelty Bordeaux, avec son client Jérôme Pennacchioni, directeur de Le Monde Inuit. Voilà. Donc c'est le... On peut les applaudir. Je vois qu'il y a déjà le fan club. Merci, merci. Voilà. Donc donc c'est le premier Case Studies. On a environ 10 minutes pour en parler. C'est un très bel événement. Le client final, je crois que c'est le Crédit Agricole. Voilà. C'est une belle convention qui s'est déroulée à Bordeaux. Il y a combien de temps? Il y a quelques mois. C'était au mois de juin. Voilà, il y a quelques mois, avant cet été. Voilà, donc mes questions toujours traditionnelles depuis 14 heures. Tu n'étais pas là, mais c'est pas très grave. Voilà, en fait, quelle était la thématique de l'événement? Quelles étaient les contraintes techniques? Et puis les questions viendront par la suite. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Cet événement, c'est un événement donc, pour une banque, le Crédit Agricole. Tous les 3-4 ans, ils mettent en place des projets d'entreprise. Donc voilà, le cadre, il est assez simple. L'enjeu pour nous, Inuit, c'était de faire un événement qui nous ressemblait. Juste un mot sur Inuit et après on parlera bien plus effectivement de Novelty. On a une particularité en tant qu'agence, on est spécialisé dans l'organisation d'événements mais également dans la production de films. Autant vous dire que l'impact visuel, l'audio et le visuel, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. Et sur cet événement en particulier, le Grand Live by CA, on avait choisi comme concept un concept qui était celui du festival et qui donnait donc la part belle à l'audio et au visuel encore plus que d'habitude et à la technique en particulier. En deux mots, on avait un certain nombre de défis à relever. Le premier défi, c'est un défi de communication pur. C'est comment arriver à être bon dans le renouvellement, à proposer quelque chose qui était différent de ce qui avait été fait dans les éditions précédentes. Ensuite, il y avait un défi organisationnel qui était très fort. Ça a été un des plus gros événements corporate en Aquitaine en 2018. Combien de personnes? Alors, il y avait 3000, un peu plus de 3000 invités à peu près. Et la grosse particularité, c'est qu'on a été la première agence à faire un événement à l'Arena de Bordeaux, qui est la toute nouvelle salle, le concert de Bordeaux. Et alors, c'était un vrai défi parce que c'est une salle qui est habituée à recevoir des artistes, mais les événements corporate, ils n'avaient jamais fait ça. Donc, on a un peu essuyé les plâtres. Et donc, on avait absolument besoin de s'entourer de gens en qui on avait une totale confiance et avec qui on travaille depuis très longtemps, qui apportaient des garanties en termes de qualité. Et c'est vraiment dans ce cadre que, une fois de plus, parce que c'était pas la première évidemment, on a fait appel à Novelty. Une des raisons principales pour laquelle on a fait appel à Novelty, c'est qu'on avait un défi technique, puisque c'était finalement la question, qui était vraiment très importante. Pour trois raisons très rapides, après je lui laisserai un petit peu la parole. Première raison, c'est que on est dans un lieu dans lequel on a investi 3 espaces et avec un phénomène de cage de Faraday. Ce qui veut dire que... C'est-à-dire, c'est quoi une cage Faraday pour vous? C'est des endroits qui sont très isolés et qui posent énormément de problèmes dès lors qu'on veut faire du direct. Or, une des propositions qu'on avait faites à notre client et qui avait été acceptée, c'était de multiplier les directs et de faire en sorte d'animer de façon intéressante toute la phase d'arrivée du public. En gros, vous savez que dans un événement où vous avez énormément de monde, le temps que tout le monde arrive sur site est assez long. L'idée, c'était de les occuper utilement. Et on s'est dit, on va leur présenter finalement toutes les coulisses de cet événement et les coulisses aussi bien physiques aussi. Et donc, ça a imposé qu'on puisse faire des duplex en direct. Sans Novelty, on n'y serait honnêtement jamais arrivé. Deuxième particularité, c'est que c'était un événement qui se déroulait sur une journée, mais avec plusieurs scènes, et des scènes qui étaient vraiment importantes et très équipées.
Et puis la dernière chose, et après je passerai le micro à Greg, c'est qu'on avait fait venir une tête d'affiche qui était Michael Gregorio, qui a comme particularité de demander, d'exiger une fiche technique qui est très importante. Et donc ça en soi aussi, c'était un vrai défi technique. Greg ? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de contraintes sur cette opération, notamment donc le temps de montage qui était assez court. Parce qu'il y avait était de combien de temps et pourquoi là, on a eu 1 jour et demi. D'accord. Mais le dispositif était vraiment important. Il y a eu la contrainte aussi effectivement de la fiche technique où on n'avait aucune concession en fait, et il a fallu mettre tout ça, tout préparer. Et la première prestation événementielle dans cette salle, là c'était pas simple parce que la scène, ils ont décidé de la mettre là où elle est jamais, donc à l'opposé de là où elle est d'habitude. Donc du coup on s'est retrouvé avec quasiment pas d'accroche, etc. Enfin voilà, tout ça a fait que c'était un petit peu compliqué. Mais au final tout s'est très bien passé. Le client final était ravi, je crois, hein, c'est ça. Mais au-delà de ça, la dimension humaine, du coup, sur une opération comme ça, prend tout son sens. On se connaît depuis très longtemps et effectivement, on a eu plein d'imprévus, etc. Et je pense qu'on a, le fait qu'on se connaisse, etc., très bien, on a su gérer tout ça assez efficacement, je pense. Et en fait, sur cette opération, il y a eu combien de techniciens en fait qui ont participé au total, on a fait 150 cachets d'intermittents. D'accord. Donc voilà, on était. Ce qui est assez exceptionnel équipe, pour un événement à Bordeaux, je suppose. C'était un des plus gros de l'année, en tout cas un des plus importants. Et c'est vrai que ça a mobilisé beaucoup de monde. Ce qui a été compliqué parce qu'en même temps, au stade de Bordeaux, il y avait un gros concert. Je crois que c'était Céline Dion ou un truc comme ça. Du coup, ça a été compliqué de mobiliser tout le monde. Ouais. D'accord. Parce que je pense que ça a été aussi compliqué de trouver aussi les bons intermittents. Oui, bon après sur l'opération ou pas? Parce que non, ça n'a pas été compliqué parce que on s'y est pris très en avance, donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Sur le noyau dur de l'équipe, ça, on l'a bien fait. C'est surtout après pour avoir des compléments de techniciens où là, c'était un peu plus dur. Ouais. D'accord. C'est vrai que les défis à relever, c'était à la fois la dimension de l'événement, ça c'est c'est un niveau d'événement qu'on n'a pas l'habitude de faire en Aquitaine, et puis il y a aussi la qualité de l'événement, c'est un événement qui était assez poussé. Alors je ne sais pas très bien si on le voit dans les images qui sont diffusées, mais on a été quand même assez loin. Et avec une petite chose qui mérite aussi d'être signalée, c'est qu'on travaille pour une banque, et c'est vrai que dans le monde bancaire, ils sont assez peu habitués à sortir des sentiers battus. Donc là aussi, il y avait un enjeu, non seulement à faire accepter notre idée, mais à faire en sorte que ça soit un succès total. Et c'est vrai que c'est un événement dont tout le monde a beaucoup parlé à Bordeaux, et je pense que oui, tout le monde considère que c'est un événement très réussi, quoi. Et le public était hétéroclite, c'était des jeunes, des hommes, des femmes Ce sont les collaborateurs de la banque. Donc oui, c'est très hétéroclite. Hétéroclite, merci. Oui, avec peut-être un peu plus de femmes que d'hommes. Mais oui, tous les âges, évidemment, avec un niveau d'exigence forcément important. Oui. Sinon, quoi d'autre à dire sur l'événement? À quand le prochain? Sur en fait, le démarrage du concept, il a commencé quand exactement? Est-ce que c'était une demande de dernière minute? C'était depuis un an? Non, avec votre client? Non, les délais ont été extrêmement courts. Il y a eu un appel d'offres qui a été mis en place fin janvier. On a été choisi fin février pour un événement en juin. Donc on a effectivement eu pas mal la pression. Il a fallu faire appel à nos meilleurs amis prestataires. Et c'est vrai que le niveau de confiance qu'on a en eux est absolument essentiel dans ce genre de moment. Quand on a la pression de façon très intense, il faut savoir être bien entouré. Ça, c'était à mon avis une des clés de la réussite.
Après, je le redis, hein, c'est un événement qui était hors norme. On a été très bien entouré. Ça a conduit à un succès qui a été très partagé. Et vous pourrez retrouver, d'ailleurs, si vous le souhaitez, toutes les images et le récit et différentes vidéos sur nos comptes Facebook réciproques. Mais je le redis, et je terminerai là-dessus, c'est que une des vraies raisons quand même du succès, c'est la complicité qu'on peut avoir avec nos prestataires. On se challenge mutuellement, on repousse les limites mutuellement. Nous, on leur demande beaucoup parce qu'il y a des contraintes de temps, toujours des contraintes d'argent. Ça, c'est un grand classique. Mais on avait aussi envie, finalement, de sortir du lot, de laisser une trace un peu forte. Et sans des gens en qui vous avez confiance, qui sont en plus des gens de qualité, vous avez beaucoup plus de mal à y arriver. Donc là, de ce point de vue, c'était très, très serein. Donc merci encore. Et est-ce qu'il y aura donc un Festival des Talents 2 ? Est-ce que ça germe déjà dans l'esprit de votre client ? Ils n'en ont pas parlé, mais parce qu'ils ont pour l'instant, ils sont dans une autre actualité. Là, il y a le directeur général et le président qui vont être renouvelés. Donc, mais je sais que donc, tous les 4 ans, il y a des événements similaires qui se passent, et ce, dans chaque caisse régionale. Et la particularité de cet événement, c'est qu'il a dépassé largement les limites de la région, ce qui veut dire que les autres caisses régionales ont entendu parler de ça, et effectivement, on a été rapprochés. On vient de gagner un appel d'offres la semaine dernière pour un autre événement qui sera un peu différent, parce que chacun va avoir sa spécificité, forcément, mais c'est sans doute grâce à ce succès-là qu'aujourd'hui, on a été un peu plus repéré et que le monde inuit va au-delà des limites de l'Aquitaine. Parfait. Est-ce que parmi le public, vous auriez éventuellement des questions ou des interrogations ? Non ? Tout est clair ? Pas de questions ? Eh ben, c'est pas très grave, on va continuer. Moi, je voudrais juste remercier du coup le monde inuit. Et je suis ravi d'apprendre qu'on va en faire d'autres, apparemment. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Parfait. Allez, on va continuer sur le cas study numéro 2. Donc, je présente donc Nicolas Camp d'Ardrali Studio et Philippe de Carvalho, qui est le responsable de développement de Red Dot du groupe Leni. Et là, on est sur une prestation, je dirais, assez exceptionnelle, parce que ça a été une première mondiale. C'est de faire revivre le procès de Nelson Mandela en hologramme à l'église Saint-Eustache, qui s'est fait, je crois, au mois d'avril 2018. Le 6 et 7 avril dernier, voilà. Oui, effectivement. Donc voilà, donc même question, c'était quoi le défi, les contraintes techniques, le challenge, sachant que vos clients, c'est, je crois, le Forum des images et l'INA. Voilà, exactement. Donc en fait, le projet part d'un constat de départ qui était de se dire que de ce procès, il n'y a aucune image. Et il y a par contre plus de 4 heures d'enregistrement audio sur un support qu'il a fallu restaurer. Donc l'INA et le Forum des images surtout l'INA a restauré ces supports. Et est partie l'idée de créer un hologramme pour pouvoir refaire vivre aux personnes dans un lieu bien entendu un peu spécifique qui est l'église Saint-Eustache, ce procès. Donc, pour apporter plus de précision, donc voilà, on n'est pas sur des moyens techniques en termes de nombre de techniciens beaucoup plus en comparatif avec l'exemple précédent. On est plus sur une symbolique, mais voilà, je pense qu'en étant dans une atmosphère pendant le spectacle beaucoup plus peaufinée, beaucoup plus, on va dire... c'était une autre atmosphère et donc voilà, on a utilisé l'hologramme pour pouvoir le mettre en œuvre, et avec le travail d'Adrenaline Studio qui s'occupe de cette partie, Red Dot pour la partie technique et le Forum des images et l'INA pour les archives sonores. Et tout ce projet, il a commencé quand ? Ça a duré combien de temps ? Quelles ont été les contraintes ? Peut-être à Nicolas qui va pouvoir répondre. Au départ, l'INA est venue nous voir pour essayer de trouver une solution pour mettre en avant le travail de restauration des 230 heures du procès de Rivonia, qu'ils avaient passé 2 ans à restaurer, et ils ne savaient pas comment les exploiter, les mettre en avant. Et on a réfléchi ensemble, et avec le Forum des images, on avait déjà fait l'année passée un hologramme dans l'église de Saint-Eustache, et on s'est dit que c'était une très bonne idée de refaire une deuxième expérience et de chercher à fabriquer des images, vu qu'elles n'existaient pas,
du procès de Rivonia pour mettre en avant le message de l'INA, donc la restauration de quelques extraits des 230 heures de ce procès fameux et célèbre, et notamment la dernière phrase de Nelson Mandela qui dit qu'il est prêt à mourir pour ses idées. Et c'est pour ça qu'on a fabriqué ça. On a proposé ce concept à l'INA, qui a tout de suite adhéré et accepté. Et on a travaillé donc en collaboration avec l'INA, le Forum des images, parce que c'était aussi dans le cadre d'un festival qui était organisé par eux, et par TV5 qui a voulu également prendre part à ce projet pour des raisons idéologiques. Et pourquoi avoir choisi l'église Saint-Eustache en particulier ? Alors c'est un cas particulier, en fait l'église de Saint-Eustache est le voisin du Forum des images, et ils arrivent à faire des synergies. Et d'ailleurs l'église de Saint-Eustache nous a très gentiment accueillis et était très contente qu'on arrive à remplir cette église qui ne se remplit pas forcément tous les jours. Voilà. Donc c'est un échange de bons procédés entre voisins, entre le Forum des images et l'église de Saint-Eustache. Donc il n'y a pas eu besoin d'autorisation particulière pour pouvoir privatiser l'espace. Il a fallu l'accord du curé et il a fallu faire attention à faire une installation technique très précise pour ne pas abîmer ce monument qui est classé dans les monuments historiques, qui est une église qui a une hauteur de plafond de 33 mètres, aussi grande que la cathédrale Notre-Dame à Paris, et tous les espaces tous les éléments sont classés monuments historiques. On était à 1 mètre d'un chandelier qu'il fallait absolument pas toucher ni abîmer. On était juste en dessous d'un orgue de plus de 8000 tubes. Voilà, il fallait vraiment faire attention à tout, tant en termes d'installation que de respect du lieu dans lequel on était. D'accord. Mais le projet a duré combien de temps en tout, en fait? Parce que je suppose que ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Alors au niveau de la production des images, on a travaillé plusieurs semaines forcément dessus. Après au niveau de l'installation holographique, ça fait 10 ans qu'on en fait, donc on a la maîtrise, on l'a installé en 2 jours. D'accord. Entre l'installation et le réglage. Vous avez d'abord fait le test chez vous, donc? Effectivement, on a un showroom avec une installation chez nous, donc on a pu présenter aux différents intervenants nos images et faire évoluer notre travail en collaboration avec eux. Ensuite, on a installé cette structure dans l'église, la régler. Il y a eu un travail tout particulier sur le son, vu que c'était quand même l'acteur principal dans cet événement, qui était la restauration du son d'origine de 1963. Donc on a travaillé avec 8 flux sonores pour arriver à faire un delay sur toute la salle. La jauge était de 400 personnes, donc chaque personne avait à peu près la même qualité d'écoute qui avait été extrêmement travaillée pour rendre hommage au travail de 2 ans de l'INA sur cette restauration. D'accord. Mais suite à cette belle prestation, désolé Philippe, je vais te laisser la parole. Suite à cette prestation, est-ce que carrément l'Afrique du Sud ne nous a pas demandé d'amplifier ce projet d'hologramme sur place? En complément de cet hologramme grandeur nature, on a fabriqué une mini boîte holographique qui est transportable, qui fait 1 mètre par 2 mètres par 1 mètre, qui a été commandée par l'INA pour mettre en boîte cet hologramme grandeur nature. Et l'INA, de toute façon, a signé un contrat avec l'Afrique du Sud, a travaillé en collaboration avec les archives de l'Afrique du Sud, et cette boîte est censée partir en tournée en Afrique du Sud pour présenter ce projet. D'accord. Philippe, tu voulais... je voulais apporter une précision. Tu posais la question tout à l'heure concernant le lieu et l'église, mais rien de tel qu'une église et son silence pour pouvoir avoir une écoute attentive sur ce plaidoyer qui est extraordinaire. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un lieu parfait pour ce type de prestation. Après, il y a peut-être, pour répondre à la seconde question, d'autres projets en cours pour reproduire cet événement dans un autre site, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'était uniquement cette boîte qui est itinérante. Voilà. Et le projet de l'avoir fait toujours, moi j'insiste toujours, dans une église qui a une hauteur de 33 mètres de haut, est-ce que ça n'a pas été une contrainte à un moment donné pour mettre en place l'hologramme au niveau du son, enfin... Alors oui, tout à fait, c'est effectivement une contrainte, et on a travaillé avec les ingénieurs son pour arriver à travailler avec cette contrainte et avoir une diffusion sonore la plus idéale pour retranscrire encore une fois la puissance du message et tout en respectant le travail de rénovation.
tu insistes sur les contraintes, il y a une contrainte qui a été importante, ça a été la contrainte de tournage d'un sosie de Mandela avec ce jeu d'acteurs. Certes, on aurait pu le faire avec un vrai acteur sur scène, mais on trouvait que cette symbolique de technologie qui va en phase avec le festival New Image, voilà, en tout cas, le Forum des images aller dans ce sens-là. Mais voilà, ça a été un vrai travail de tournage et de jeu de rôle entre le juge et l'acteur qui incarnait Nelson Mandela. Donc déjà, ce travail, on a oublié d'en parler, mais je pense qu'il fallait en tout cas le féliciter. Donc l'événement aussi a été relayé via TV5. Et il a été relayé aussi par les réseaux sociaux aussi. Enfin, quel a été l'impact Alors effectivement, l'INA a mandaté une société qui a fait une captation en direct live avec retransmission sur les réseaux sociaux de l'INA pour qu'un plus grand nombre puisse voir le projet. Et effectivement, pour revenir sur le tournage, on a fait un casting pour essayer de trouver un personnage qui ressemblait à Nelson Mandela. On a eu la chance à ce moment-là au niveau du planning, de tomber en même temps tomber une semaine avant le lancement de la comédie musicale Nelson Mandela. Et on est tombé sur le comédien qui incarnait Nelson Mandela dans cette comédie musicale, qui était en pleine répétition et qui a bien voulu se libérer quelques jours pour tourner avec nous. On a aussi trouvé un procureur pour essayer d'imager Percy Youtar, qui était le procureur du procès et qui a harcelé Nelson Mandela et les 7 ou 8 autres personnes qui étaient jugées en même temps que Nelson Mandela. Et donc tout s'est bien passé, mais on a dû faire un travail effectivement de recherche de casting pour trouver des personnages qui ressemblaient aux personnages historiques et qui pouvaient incarner également les voix qui étaient retranscrites par l'INA. Mais les répétitions se faisaient dans votre studio ou carrément à l'église Saint-Eustache? Comment avant le jour J? Pour le tournage, en fait, on a besoin de certaines spécificités techniques. Donc, on a tout fait ça dans notre studio, sur fond, avec un fond spécifique, avec des caméras spécifiques pour avoir le meilleur rendu holographique possible. Et au niveau de l'église de Saint-Eustache, on n'a installé que le système de diffusion uniquement. Tout le reste, c'est fait en amont, en tournage, et puis après en post-production et en animation et fabrication de décors 3D. D'accord. Et il y avait une retranscription labiale donc au niveau du jeu, puisqu'il fallait intégralement reproduire les gestes en phase avec les archives sonores. Donc là, c'était aussi compliqué, parce que d'habitude, on a le temps, on peut revenir en arrière, et l'hologramme, il n'y a pas de coupure. C'est un enregistrement du début jusqu'à la fin sans erreur. Donc ça a été compliqué. Très bien. Si on n'a pas... Tu voulais rajouter quelque chose? Juste vous remercier de votre invitation et remercier notre partenaire technique Red Dot de nous avoir accompagnés dans ce projet. Parfait, merci. Merci Christophe. Est-ce que dans le public, il y aurait d'autres curiosités, questions? Ah, merci pour eux. Bonjour. Moi, je voudrais savoir ce qui a motivé votre choix sur la thématique. Est-ce que c'était suite à une demande ou est-ce que c'était personnel? De quelle manière vous étiez impliqué? Alors, ce qui a motivé notre choix, en fait, c'est l'INA qui est venue nous voir en nous disant nous avons restauré 230 heures d'enregistrement sonore sur le procès de Rivonia et on voudrait montrer notre travail et le mettre en valeur. Et c'est là où on a réfléchi à comment faire pour utiliser cette matière première qui était que de l'enregistrement sonore et qui n'avait aucune image. Et où on s'est dit, on va chercher à refabriquer de l'image et à sélectionner des temps forts de cet enregistrement sonore. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais Nelson Mandela a gardé le silence pendant les 8 mois du procès. Et simplement à la fin, il a parlé pendant 4 heures pour arriver à la conclusion qu'il était prêt à mourir pour ses idées. Et donc, on a choisi quelques minutes de son discours, et notamment la dernière phrase, qui était le moment le plus fort finalement de ces 230 heures d'enregistrement qui sont étalées sur les 8 mois du procès. Merci. D'autres questions? Une fois, 2 fois, 3 fois. On continue. Alors, le troisième case studies. Donc,
Donc nous avons Denis Lemone qui chez Disney Business Solutions est le spécialiste en concept création dans la technique. Tout à fait. Voilà. Oui. Et Stéphane Covid, donc son partenaire prestataire de Zing Installation. Donc la prestation est aussi, alors, je ne sais pas si on parle de prouesse technique, créative, c'était toujours trouver de nouvelles idées pour que le feu d'artifice traditionnel qui se fait chaque année sur le lac New York à Disney Solutions puisse toujours émerveiller un maximum de spectateurs. Oui, tout à fait. Le challenge, c'était en fait de revisiter un feu d'artifice, on va dire somme toute classique, avec une bande son, de la pyrotechnie, et en fait d'amener une histoire. À Disney, tout commence par une histoire. Et en fait, la thématique de ce feu d'artifice qui est destiné à une clientèle anglo-saxonne, c'est l'anniversaire de la mort de Guy Fawkes. Guy Fawkes étant un révolutionnaire qui voulait mettre le feu au Parlement, tout simplement. Et donc ça se passe en 1605 exactement. Et tous les ans, on offre à notre clientèle anglaise, on offrait à notre clientèle anglaise un feu avec un bûcher traditionnel. Et les Anglais sont très attachés aux traditions, enfin on le sait tous. Et donc le challenge, c'était de leur proposer quelque chose de nouveau, en amenant un peu plus, même beaucoup plus de techniques et de technologies. Et la difficulté était de faire en sorte que toutes les technologies qu'on allait amener n'allaient pas cannibaliser l'une par rapport à l'autre. Donc il fallait trouver un juste équilibre. Et du coup, pour raconter finalement cette histoire, on est parti donc sur une bande-son, c'est la vraie base de tout feu d'artifice. Et ensuite, on a ajouté des éléments au fur et à mesure. Donc on a travaillé sur la lumière, beaucoup. On travaille sur un lac, donc on a un miroir à ciel ouvert, donc jouer avec les reflets. Le lac, il fait à peu près quelle surface ? Il fait 100 mètres il fait 400 mètres par 100 mètres. D'accord. Donc c'est quand même assez étendu. Et l'idée aussi, c'était non pas de créer des plafonds de laser, mais créer comme un sol de laser au niveau de l'eau. Donc on a utilisé 3 gros lasers de 30 watts. On a mis beaucoup d'automatiques en lumière, notamment des beams, des Robin Point, des Super Sharpie, etc. Enfin des systèmes comme ça, qui nous permettent de vraiment syncoper, d'être ou synchro ou syncopé par rapport à la pyrotechnie et à la musique. Donc on a travaillé sur des systèmes de grosse puissance. Et pour raconter cette histoire, il nous manquait un élément qui était l'image. Et sur un lac, faire de l'image, c'est pas simple en fait. C'est pas simple parce qu'on a déjà fait de l'image avec une pompe à eau, enfin un rideau d'eau en mettant un vidéoprojecteur sur une berge. On sait que ça, c'est un peu aléatoire parce que c'est très sensible au vent. Au-dessus de 10 km/h de vent, l'image devient floue. Ou alors, il faut un système embarqué. Il faut que la vidéo suive le mouvement de la barge. Il faut savoir que tout ce que vous voyez est installé sur des barges. Donc on est vraiment dans un milieu assez compliqué. On est au mois de novembre en Seine-et-Marne, donc du brouillard, de la pluie, etc. Et est-ce qu'il y avait des contraintes techniques en particulier Alors les vraies contraintes, c'était le choix de la vidéo, justement. Qu'est-ce qu'on allait utiliser ? Donc je travaille avec Stéphane depuis pas mal d'années, et puis un jour Stéphane me dit tiens, viens à l'atelier, je vais te montrer quelque chose de sympa, etc. Et en fait, il me montre un rideau de LED, et lui installe ça derrière ses lycras. Et puis moi je regarde, je dis ouais c'est bien, mais et puis je vais derrière le lycra et je regarde le rideau de LED. Et je lui dis mais ça y est, ma solution pour le bonfire, je l'ai trouvée. C'est qu'en fait, je vais utiliser ton rideau lumineux. Et comme on aura une distance entre la berge et l'image de 55 mètres, même si lui avait un pitch de 5 cm, le rapport d'échelle était bon et du coup, on a pu recréer une image malgré la grosseur du pitch. Parce que 5 cm de pitch, ça fait beaucoup quand même. Mais finalement, vous le voyez comme moi, on n'a pas de problème, on va dire, réel, quoi. Alors, deuxième avantage aussi, c'est que c'est complètement insensible au vent, puisqu'il y a un coefficient de passage de 70%. D'accord. Donc, la barge, même si elle se déplace, de toute façon, on n'a pas de problème avec l'image.
mais en plus, elle n'a pas d'emprise au vent. Autre avantage, c'est que c'est IP65, donc ça craint absolument pas l'eau. Et quand on est sur un lac avec un vent dominant et souvent de la pluie, ça c'est du bonheur, quoi. Donc je sais pas si tu as... Surtout si on avait quand même une belle surface d'image et tout ça restait suffisamment léger pour flotter aussi sur l'eau. Donc ça, c'était intéressant. Alors en fait, on a plutôt que de faire des écrans, on va dire en une dimension, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des cubes. Donc on avait 3 cubes de dimensions différentes, de manière à ce que tout le monde puisse voir à 260 degrés finalement, puisque c'est un événement qui rassemble entre 10 et 12 000 personnes chaque soir, et ça se joue 3 fois sur une semaine. Donc on a fait la création d'images, bien sûr, et c'est un gros boulot, mais d'un autre côté, c'est toujours un plaisir déjà de travailler avec Stéphane, parce qu'on trouve toujours des solutions, on va dire, innovantes. Et donc, ça nous permet de raconter une histoire au travers de l'image. C'est un show qui dure 15 minutes. Donc, 15 minutes pour un feu d'artifice, ça peut paraître des fois long. Beaucoup. Mais finalement, mis bout à bout, en véhiculant toutes les émotions qu'on peut véhiculer au travers de l'image, au travers, bien sûr, de la bande-son et du reste, honnêtement, ça passe très vite. Oui. Mais un feu d'artifice, ça coûte cher. Eh bien non, finalement, parce que honnêtement, c'est l'image qu'on a souvent le budget pour un feu d'artifice qui joue trois fois comme celui-ci, c'est 45 000 € par soir. D'accord. Compte tenu de la technologie qui est mise en œuvre, pour moi, ça reste raisonnable. Honnêtement, ça reste honnête. Et je dirais que l'avantage aussi de travailler sur des volumes, comme vous voyez, c'est que ça nous permet de travailler des lumières de contre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des structures lumineuses, on a mis des boules à facettes, on a mis de la lumière à l'intérieur, on a même mis des flammes isopares et on a carrément mis de la pyro à l'intérieur. Du coup, on avait vraiment l'impression que la pyro sortait d'une boîte et c'était vraiment magique. Et à Disney, on aime bien ce qui est magique en général. Et est-ce que ça a généré plus de monde? Est-ce que vous avez communiqué en amont sur l'événement Carrément, parce qu'en fait, alors faut savoir que nous, la clientèle anglaise, c'est des repeaters, ils viennent tous les ans. Donc, d'accord. On s'est aperçu nettement que le fait d'avoir changé la donne et d'avoir revisité ce show a carrément doublé la tendance. Et on a déjà des réservations de faites pour l'année prochaine. Donc, ce qui veut dire que on a vraiment, on est passé un stade au-dessus et que pour le business, en tout cas, c'est très bon aussi. Et c'est combien de personnes qui ont vu ce feu d'artifice le jour J? Au niveau des techniciens, vous voulez dire? Non, au niveau des spectateurs, en fait. C'est entre 10 et 12 000 personnes par soir. Voilà, et ça joue sur 3 soirs. On a aussi un vent dominant qui est quand même assez fort sur le lac, puisque la dernière fois, on a eu des rafales à 25 km/h. C'est monté à 35. Il faut savoir qu'on est quand même assez limité. Et on a aussi des distances de sécurité à Disney qui sont le double des distances de sécurité classiques. Et donc, on est obligé de jouer en pyrotechnie avec des bombes de petit calibre. D'accord. Donc, on a plutôt intérêt à jouer sur, on va dire, à étaler, on va dire, tout ce qui est pyro. Et le fait d'avoir toutes ces techniques oblige le pyrotechnicien à écrire un show certainement d'une manière différente que sur un feu traditionnel. D'accord. Donc beaucoup de monocoups. Voilà, il faut... en tout cas, beaucoup de plaisir à faire ce show. Ouais. On travaille en équipe depuis quelques années avec Novelty notamment, avec Stéphane pour tout ce qui est décor vidéo. Et on pense déjà à celui de l'année prochaine où on a déjà des idées parce que on va pas s'arrêter là et on a d'autres projets. Et toujours sur le lac New York? Alors toujours sur le même lac, oui. Ouais, pour l'instant, on n'en a qu'un, mais on va en avoir un deuxième bientôt. Oui, parce que... Mais ce type de projet, ça prend combien de temps, en fait? À partir du moment où on réfléchit sur les débuts jusqu'à la fin, ça... Écoutez, en fait, ça prend pas autant de temps que ça, parce que la bande-son, généralement... moi, personnellement, ça me prend à peu près 48 heures pour la faire, donc c'est relativement rapide.
Mais après, c'est le travail de co-construction avec la lumière, avec le décor, la pyro. Personne travaille dans son coin, en fait. On se voit assez souvent et quand on n'est pas d'accord, on le dit clairement et c'est comme ça qu'on réalise les projets chez nous. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Stéphane, peut-être d'autres choses à rajouter sur, écoute, sur ce que je tu as crois que proposé. Denis voulait 15 minutes, mais bon, t'as pas pu lui donner, donc il a tout dit déjà, là. Il en reste plus que 15 secondes. Non, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que... Moi, je dis merci à Denis. Ça fait quelques années qu'on bosse ensemble et c'est vrai qu'à l'esprit d'équipe, c'est ça le plus important. Et du coup, ça donne plein d'idées, puis ça donne des ailes et on peut faire plein de belles choses, quoi. Voilà. Tu voulais à un moment donné présenter des choses sur ton plan technique? Est-ce que tu veux qu'on le passe? On peut éventuellement passer le plan du lac pour se donner une idée de, on peut passer le plan de la pièce d'eau. Bon. Il va arriver, t'inquiète pas. Voilà. Donc, comme je vous disais, 100 mètres par 400 mètres. Donc voilà, ça fait un gros volume, mais comme je disais, l'avantage de travailler sur l'eau, c'est qu'on peut travailler avec les reflets. Et vous avez clairement vu que dans la vidéo, on ne voit pas un cube vidéo, on n'en voit pas deux pour le cas, mais on en voit 4, puisque on utilise vraiment les reflets, puisque les cubes sont posés sur des pontons qui sont vraiment au ras de l'eau. Alors au niveau du son, petit détail, c'est qu'on a travaillé en multidiff aussi sur la totalité de la longueur. Donc on avait 12 stacks de son, des gros compacts qui étaient de mémoire à 35 mètres de la berge, ce qui nous permet d'avoir un vrai niveau de son, parce que par moment, il faut vraiment que le son soit aussi fort que la pyro. Parce que si vous voulez véhiculer de l'émotion à travers de la musique, si on n'entend que la pyro, ça fonctionne pas toujours. Donc, la vraie difficulté, c'est l'équilibre de toutes ces techniques. On met pas de la technique pour faire de la technique. C'est de la technique au service de l'histoire qu'on veut raconter, quoi. C'est plus ça notre truc, quoi. Très bien. Est-ce que dans le public, il y aurait éventuellement d'autres questions sur le sujet? Putain, vous êtes un peu endormis cet après-midi, là. Pas d'autres questions? Bon. Je pense qu'on peut tous les remercier. Et merci de votre présence.